Alors, bonjour à toutes et à tous. Amélie Morino, je suis la présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce colloque et le plaisir de vous accueillir tous en présentiel et en distanciel pour ce colloque organisé en commun avec l'Association française de droit pénal. Le sujet de ce colloque et de ce jour sera donc la défense pénale, un sujet que le Conseil national des barreaux connaît bien. La défense pénale en tant que garantie, garantie pour le justiciable, mais aussi une garantie plus large, une garantie démocratique dans un état de droit. Et c'est un sujet que cette maison connaît bien parce que c'est un sujet qui est évidemment au cœur des débats de société qui interroge sans cesse la place de la défense pénale, sa place et sa légitimité. Mais aussi un sujet que cette maison connaît bien parce que sans cesse la défense pénale, et ce depuis toujours, doit s'adapter face aux défis contemporains. Et je pense là en particulier à la table ronde qui aura lieu cet après-midi sur la question de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui interroge déjà nos pratiques professionnelles et notre rapport à la preuve en particulier. La défense pénale, c'est un pilier de l'état de droit, je l'ai dit, qui garantit l'équilibre du procès, la protection des libertés individuelles, et la commission Liberté et Droits de l'Homme a l'habitude de ce sujet parce qu'elle a la charge de toutes les questions de droit pénal, de droit des étrangers, de privation de liberté, mais aussi les questions de défense de la défense. À ce titre et sur les 2 dernières années, la commission LDH s'est beaucoup intéressée aux questions de renforcement du secret professionnel de l'avocat, garant des intérêts de son client et obligations qui pèsent à sa charge, de l'accès effectif à une défense pour tous et en tout lieu, pour tous les justiciables. Et puis, plus récemment, mène des travaux importants sur la question de la défense des avocats menacés, parce que ces derniers mois et ces dernières années, nos confrères sont de plus en plus menacés pour les missions qu'ils exercent et pour la seule raison des clients qu'ils défendent. Ce colloque, il est organisé en commun, je le disais, avec l'Association française de droit pénal. Il vise à permettre de croiser des regards professionnels et universitaires. Il vise aussi à nourrir et à enrichir notre réflexion commune. Et à ce titre, je vais passer la parole à Jean-Baptiste Perrier et je vous souhaite à tous une bonne journée de travaux et de réflexion. Merci Madame la Présidente, merci chère Amélie. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir renouvelé puisque déjà l'année dernière, à peu près à la même époque, Amélie Morino et moi avions le plaisir de prendre la parole pour ouvrir les premières rencontres avocats AFDP, en l'occurrence l'Association française droit pénal et le Conseil national des barreaux, donc à travers lui la profession d'avocat. Donc ce sont les deuxièmes, vous remarquez, je ne dis pas les secondes, mais bien les deuxièmes, ce qui signifie que nous sommes sur un événement qui va bientôt devenir une tradition pour l'Association française de droit pénal. Amélie a parfaitement introduit le thème de cette journée, donc je vais peut-être dire quelques mots, car j'ai vu qu'il y avait peut-être beaucoup d'avocats en visio, sur l'Association française de droit pénal, en vous indiquant que puisque vous êtes derrière votre ordinateur, on peut adhérer en ligne, c'est très simple, ça se fait en quelques clics, sur le site de la FDP. C'est une association qui réunit bien sûr à l'origine des universitaires qui réfléchissent sur l'avenir et les enjeux de droit pénal, mais aussi beaucoup de professionnels, magistrats et avocats. Et dans ce cadre-là, nous souhaitions depuis longtemps renforcer les liens entre l'université et la pratique. Alors nous le faisons dans nos universités respectives, je vois mes collègues ici, mais la FDP pouvait être le cadre et l'occasion de le faire un peu plus largement. Dans ce contexte, nous avons depuis plusieurs années des rencontres avec la chambre criminelle de la Cour de cassation qui sont extrêmement fructueuses. Et depuis l'année dernière, et grâce à Maître Boissavy, nous avons ces rencontres avec les avocats, alors au sens large du terme, en particulier celles et ceux qui s'intéressent à la défense pénale, qui est le thème de notre journée. Une journée qui s'est construite grâce à Maître Boissavy, donc je veux vraiment le saluer, et qui s'est construite, puisque c'est un sujet d'actualité, presque au fil de l'actualité, sans rien dévoiler de la qualité des échanges qui vont venir, mais la dernière table ronde sur l'exécution provisoire s'est un peu rajoutée il y a quelques semaines à peine, en raison d'une actualité justement. Il nous semblait intéressant peut-être d'y revenir et d'en parler. Quoi qu'il en soit, je voulais vraiment dire à quel point nous sommes heureux de ces liens qui nous unissent désormais avec le CNB. Il montre à nos étudiants un petit peu les questions que se pose la pratique, en l'occurrence ici les avocats, et le rôle que peut jouer l'université dans les réponses à ces questions. Et à l'inverse, il nous permet aussi, j'en ai reconnu certains, et y compris certains noms sur le chat, de retrouver d'anciens étudiants devenus avocats pour aujourd'hui
et de leur montrer que autour du droit pénal, nous nous réunissons encore pour continuer à débattre. La journée est très riche puisque nous avons 4 thèmes avec cette histoire et cette actualité. La première permettant souvent d'éclairer la seconde. Et donc, je voulais aussi remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer. Alors, je vais me remercier moi-même, parce que c'est un plaisir cette année de pouvoir intervenir à l'occasion de la deuxième table ronde. Je veux souligner aussi le fait que sur chacune de ces tables rondes, on a ces regards croisés, université et pratique. Moi, je combats souvent l'idée que l'université est un lieu théorique où on ne connaîtrait pas la pratique et qu'on formerait nos étudiants de façon complètement déconnectée. D'abord parce que parmi mes collègues ex-foi ou ailleurs, j'en ai quelques-uns qui sont avocats. J'en ai même quelques-uns avec un vrai pluriel, et donc qui connaissent parfaitement ces sujets. Et puis, comme j'ai souvent le plaisir de le dire, certes, la formation universitaire est souvent une formation théorique, mais avant d'opérer dans une salle, il faut savoir d'abord l'anatomie. C'est souvent une comparaison que j'aime faire avec les études de santé. Quoi qu'il en soit, certes, la formation est théorique, mais mes collègues et moi sommes ravis de pouvoir intervenir et d'essayer d'éclairer la pratique avec nos réflexions. C'est tout l'enjeu de ces rencontres. Je ne doute pas que cette année encore, elles seront fructueuses. Je remarque simplement, cher Mathieu, que l'année dernière, c'était une matinée. Cette fois, c'est une journée. Et donc, je ne doute pas que l'année prochaine, nous aurons encore de quoi enrichir nos débats et nos réflexions. Un grand merci à toutes et tous et une belle journée à toutes et tous. Et je vais profiter pour qu'il ne s'appelle pas lui-même et d'appeler à la première table ronde Maître Boissavy qui va la présider et qui présentera à l'occasion les 3 orateurs qu'on ne présente pas, mais tout de même. Bonjour à tous et à tous, merci d'être venus en présentiel, mais également en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Je crois que nous sommes très nombreux, plus en distanciel qu'en présentiel, à peu près 600 en tout cas. Et donc, pour cette journée commune Association française de droit pénal et Conseil national des barreaux, cette rencontre entre les universitaires de droit pénal et puis les avocats pénalistes pour l'essentiel, mais certainement que d'autres qui ne le sont pas peuvent être intéressés par le sujet. Nous avons une journée très riche et nous allons commencer par une première table ronde sur l'histoire de la défense pénale. L'histoire de la défense pénale, c'est un sujet qui est important à traiter, même pour la pratique, parce que, comme j'aime dire souvent lorsque j'en parle, il y a une permanence des mentalités judiciaires. Souvent, de ma génération, j'ai grandi moi avec deux murs dans la tête, un mur temporel et un mur spatial. Le mur temporel, c'était celui qui avait édifié un certain enseignement qui nous disait, ben, avant la Révolution, il n'y avait rien en droit, et après la Révolution, tout est né, tout s'est éclairé par le droit révolutionnaire. Et je n'ai jamais eu de cours de droit de l'Ancien Régime, même si j'ai beaucoup apprécié les cours de deux professeurs exceptionnels, Jacques Fitilis et Monsieur Poli, qui étaient à l'université de Nanterre. Et le mur spatial, c'était le mur de Berlin, qui s'est effondré en 1986, mais qui, lorsque j'étais tout jeune, était encore là. Eh bien, ces deux murs se sont effondrés et je n'ai découvert finalement le droit de l'Ancien Régime, sans parler du droit de l'Antiquité, que postérieurement en fait. Hein. Bien. Alors, pourquoi permanence des mentalités judiciaires? Eh bien, parce que nous nous rendons compte qu'en dépit de cette Révolution française qui a été si bénéfique pour nous, tout de même, il y a eu une permanence dans les institutions, et aussi de grands changements. Et c'est ce que nous allons voir, notamment avec l'intervention d'abord de Monsieur Boris Bernabé, qui est professeur agrégé des facultés de droit à l'université Paris-Saclay, mais qui est avocat également. Donc à lui seul, il représente l'esprit
de la FDP, finalement, hein, cette union de la théorie et de la pratique. C'est aussi un praticien réputé en droit de l'art et en propriété intellectuelle. Monsieur Bernabé, vous êtes l'auteur de plusieurs articles, euh, dont un récent sur la notion de provenance des œuvres d'art, et de plusieurs ouvrages. Alors je citerai votre thèse que je me suis permis d'amener également parce que elle a été publiée et il faut la lire. La récusation des juges, études médiévales, modernes et contemporaines, publiée chez LGDJ. Vous avez également coécrit avec Antoine Garapon et Sylvie Perdriol ce très bel ouvrage La prudence et l'autorité aux éditions Édile Jacob. C'est une édition que j'affectionne particulièrement, mais nous quatre ici, parce que nous avons tous été ou sommes auteurs de cette belle maison. Et puis, vous êtes également, vous avez un ouvrage en préparation sur la notion de forme en droit procédural. Je vais vous laisser la parole pour votre intervention sur une histoire des relations entre avocats et magistrats en matière criminelle du point de vue des magistrats. Et puis ensuite, nous aurons le bonheur et le plaisir d'entendre Denis Salas, tout le monde connaît, mais que je vous présenterai quand même ensuite, et ensuite François Saint-Pierre. Chers confrères, monsieur le professeur, c'est à vous. Merci beaucoup, cher confrère. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde, bien qu'initialement non pénaliste. Je ne suis pas encore inscrit, mais je vais le faire à l'association. Et justement, lorsque vous m'avez proposé de participer à cette journée, à cette table ronde, je me suis immédiatement posé la question de ma légitimité, puisque la récusation des juges montre que je me suis quand même beaucoup plus intéressé aux juges qu'aux avocats. Et le reste de mes recherches sur l'office du juge, notamment, n'ont pas exclu, mais voilà, peut poser le problème de la légitimité ici concernant l'approche de la défense pénale. D'autant que bien d'autres collègues auraient pu siéger ici à ma place. Évidemment, je pense à Jean-Marie Carbas, je pense à toute l'école de Montpellier, je pense à Claude Gauvard, bien sûr, je pense à Franck Roumy. Je vous donnerai toute une liste bibliographique d'articles et d'ouvrages extrêmement intéressants non seulement sur l'histoire de la profession d'avocat, mais sur l'histoire particulière de certains points qui concernent la défense pénale. Je vois que vous avez un des ouvrages ici qui vient de sortir, de notre collègue Pierre-Louis Boyer. Voilà, l'histoire, c'est un ouvrage très intéressant, très bien fait, très agréable à lire, avec des images. Donc, je vous le recommande. Jean-Louis Gazaniga, bien sûr. Alors, j'ai parlé de l'école de Montpellier, il y a l'école de Toulouse, dont je suis originaire. Mais, alors, Jean-Louis Gazaniga, vous le savez, est l'un des très grands spécialistes de l'histoire de la profession d'avocat. Et les articles qu'il a écrits sont vraiment majeurs et je m'en suis inspiré. Il aurait pu aussi y avoir ici à ma place Antoine Astin, qui a écrit une magnifique thèse sur les droits de la défense sous l'Ancien Régime. Et évidemment aussi, par exemple, Louis de Carbonnière, qui est à Lille, professeur à Lille, et qui a travaillé vraiment très profondément sur les arrêts criminels et la pratique devant la chambre criminelle au Parlement de Paris au Moyen Âge. Bon, bref, des pénalistes, il n'en manque pas. Et voilà que vous demandez à un non-pénaliste de venir parler de défense pénale. Mais justement, j'ai accepté, non seulement parce que le sujet évidemment m'intéresse, mais parce que je pense qu'un angle particulier peut être proposé s'agissant de l'approche de la défense pénale dans les rapports qui peuvent exister, qu'on peut repérer dans les sources, entre les juges et les avocats. Alors, vous verrez que ce que je vais aborder maintenant très rapidement ne touche pas que le rapport entre les juges et les avocats, il y a aussi le rapport entre le gouvernement
d'Ancien Régime et les avocats, étant entendu que il y a des rapports un petit peu triangulaires hein, entre le gouvernement, les juges et les avocats. Bon, donc voilà, je pense que cette vision, cette approche peut éclairer d'une autre manière la question de la défense pénale. Alors, je vais essayer d'aller très très vite. Il me semble avoir combien de temps 20 minutes, voilà. Donc je vais aller quand même au cœur du sujet en vous proposant une approche sur deux périodes, alors de grandes périodes, hein, évidemment. Une vision sur la longue durée peut faire un petit peu hurler certains collègues. Et déjà, lorsque j'ai rédigé cette thèse, vous avez vu un essai sur à la fois la période médiévale, moderne et contemporaine. Ça a été un sujet de discussion lors de la soutenance à l'époque. Bon, mais là, je vais être obligé de vous proposer un balancement en deux temps sur toute cette grande période. Je parlerai peut-être, si j'ai le temps, un petit peu de révolution, mais justement, la révolution, vous le soulignez tout à l'heure, est quand même la période qui a supprimé la profession d'avocat. Donc, elle n'a été rétablie qu'au début du 19e siècle. C'est une période qui, tout en supprimant la profession d'avocat, a installé un certain nombre de droits. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans ce paradoxe. Mais je ferme la parenthèse révolutionnaire. Je vous propose deux temps rapides. Non, en réalité, le rôle de l'avocat dans ses relations avec les magistrats, dans ce que j'appelle la publicisation des causes criminelles. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais je vais essayer de m'en expliquer. Depuis le XIIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle, et ensuite le rôle de l'avocat, non plus dans la publicisation, mais dans l'étatisation des causes criminelles. Là aussi, je vais essayer de m'expliquer de ce mot, à partir du début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors pourquoi distinguer ces deux périodes de façon aussi tranchée? C'est très simple. Vous le savez, il y a un mouvement d'étatisation très net à l'issue de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire au milieu du XVe siècle. Je vais très vite. Hein. Un mouvement d'étatisation qui voit le jour de la part de la monarchie, hein, de la part du roi lui-même, en particulier Charles VII, qui est le roi qui reprend en main l'État à l'issue de la guerre de Cent Ans. Mais ce mouvement d'étatisation conduit à quoi en matière pénale? Conduit à deux ordonnances royales, donc, de loi, celle de 1498 et celle de 1539, qui, surtout celle de 1539, marque la distinction entre deux voies procédurales pénales, la voie dite ordinaire et la voie extraordinaire, avec, en 1539 précisément, qui est la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier, une généralisation, on va dire, en matière criminelle de la voie extraordinaire qui exclut l'avocat de la défense pénale. Voilà. Donc c'est ça qui va marquer, c'est ce moment qui va marquer le passage entre les deux grandes périodes que je vous propose d'étudier. Avec donc avant cette période une publicisation des causes criminelles et après cette période, enfin, en tout cas à partir de ce moment, une étatisation. Alors je vais essayer de m'expliquer de l'utilisation de ces termes. Dans publicisation, qui est mal choisi, qui est barbare, mais bon, je voulais que ce soit rapide. Qu'est-ce que j'entends? J'entends, au fond, une mise au public, une montée au public, une montée au public de ce qu'on appelle les causes criminelles. Mais alors, les causes criminelles et l'approche de la défense pénale, j'allais dire à la romaine. Parce que la défense pénale va en effet profiter grandement de ce qu'on appelle la renaissance du droit romain au XIIe siècle. Alors,
pourquoi parler de cette montée au public, de cette révélation au fond, hein, c'est-à-dire voilà, on révèle quelque chose, on redécouvre des sources. Eh bien parce que la redécouverte du droit romain, qui est un des grands morceaux de l'enseignement d'histoire du droit en première année, cette redécouverte du droit romain a lieu précisément sur un point de défense pénale. Alors ça, c'est assez incroyable. On a une chronique médiévale qui nous montre, qui nous propose, alors c'est une chronique qui a été rédigée vers 1180, qui relate un procès qui a eu lieu près d'un siècle auparavant, un procès dans lequel un avocat, alors on dirait aujourd'hui italien, qui plaide en Italie du Nord. On dirait la Toscane, mais c'est pas tout à fait l'idée. On le voit plaider en Toscane, mais enfin bon, en l'occurrence ici, il plaide en Lombardie, et cet avocat s'appelle Peppo. Il n'est connu que par ce prénom, et il plaide dans un procès criminel qui implique, vous le savez, à l'époque, la matière criminelle est gouvernée par ce qu'on appelle les compositions pécuniaires, c'est-à-dire quand on commet un forfait, on rembourse en quelque sorte le forfait. On paye le prix du sang, on paye le prix de l'homme, disaient les barbares. Et Peppo, qui manifestement s'est emparé de la source romaine, alors comment, c'est ça le grand mystère, comment est-ce qu'il a eu accès au droit romain, c'est le grand mystère, mais il dit la chose suivante: vous ne pouvez pas appliquer en matière de meurtre, vous ne pouvez pas appliquer la composition pécuniaire, c'est-à-dire le remboursement du meurtre en argent, parce que c'est contraire, dit-il, au droit naturel. Voilà. Et cette notion de droit naturel, il la tire du droit romain. D'accord ? Et c'est le premier à faire valoir le droit romain dans le cadre d'une défense pénale. Donc, invocation ici de ce droit naturel qui est, à mon sens, le point de départ de cette publicisation, de cette mise en avant de la défense pénale, mais d'une défense pénale liée au droit romain. Et à partir de ce moment-là, on tire le fil de ce que peut apporter le droit romain à la défense pénale. Alors, il y a un nombre considérable de points, et c'est là qu'il faut lire tous mes collègues, en particulier Jean-Marie Carbas, mais enfin, je ne vais pas les citer tous, j'en ai déjà cité une partie. Autre référence donc après ce droit naturel, ce qu'on appelle l'arbitrium iudicis, c'est-à-dire, on a souvent traduit ça par l'arbitraire du juge. Que faut-il entendre par arbitraire du juge ? Il s'agit ici d'une marge d'appréciation laissée au juge sur la détermination de la peine. Et cet arbitrium, à partir du droit romain, les juristes, en particulier les avocats, nous disent que cet arbitrium, il faut qu'il soit déterminé par un certain nombre de caractères, de grands principes qui sont donnés par le droit romain. Bon. Et on en retrouve justement des éléments argumentatifs sur cet arbitrium iudicis chez notamment alors, un juriste provençal qui s'appelle Géraud, qui est avocat, et qui rédige un très bel ouvrage qui est aujourd'hui beaucoup cité dans le milieu des médiévistes, qu'on appelle la Summa Trecensis, où justement il fait valoir cet arbitrium iudicis ici, et qui va se développer en fait dans tout le royaume, mais en fait dans toute l'Europe médiévale. Le principe de l'égalité est aussi un concept, alors ici essentiellement développé par les avocats canonistes. Le même maître Géraud, le provençal, auteur de la Summa Trecensis, est aussi celui par lequel est venu le principe du contradictoire. C'est quand même incroyable. Donc vous voyez, il y a des jalons comme cela qui sont posés par des avocats, par des praticiens qui sont aussi des intellectuels, et qui nous viennent d'une réflexion à partir du droit romain. Alors,
je n'ai pas cité les deux beaux articles. En fait, c'est le même article en deux temps dans la revue historique de droit français étranger d'Axel de Gois, justement, qui traite de toutes ces questions, spécifiquement l'apport des avocats. Alors, lui, il traite d'une période, il traite du XIVe siècle essentiellement, mais enfin, c'est vraiment un article qui reprend tous ces grands principes. Donc, ces praticiens médiévaux, qui sont aussi des intellectuels, s'appuient sur les principes juridiques développés dans les sources romaines. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce sont eux qui publicisent ces techniques de défense pénale. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça que je voulais essayer de vous montrer. Bon, j'avais mis l'exemple, mais je ne vais pas insister. Alors, ce succès, évidemment, a un revers. Euh, bon, vous savez très bien que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et on va dire que les avocats sont un peu enragés. C'est le deuxième temps. Il y a une critique par les juges des avocats qui se fait jour à partir du XIIIe siècle. Donc là, je vous ai montré un mouvement où les praticiens valorisent la défense pénale à l'aide du droit romain. Le deuxième temps de ce Moyen Âge, c'est que les avocats sont critiqués par les juges. Alors on a un nombre de sources considérables et les juges vont être au fond vont être ceux qui vont modeler les grands principes de la déontologie de notre profession. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. J'avais, il y a longtemps, tenté un petit essai sur la question. Euh, la déontologie comparée, quand on fait la déontologie comparée des avocats et des magistrats, elle est très intéressante parce qu'on se rend compte que ce sont les magistrats qui font la déontologie des avocats. Alors que la déontologie des juges, elle se fait aussi par le pouvoir politique, mais elle se fait par les juges aussi. C'est très intéressant. Bon. Donc là, on a une critique de la magistrature, on a une critique des juges, que font les juges des avocats. Et on a alors un nombre considérable de textes, notamment dans ce qu'on appelle les styles coutumiers, qui sont rédigés par des juges royaux. Vous avez tous en tête probablement le style coutumier qu'on appelle les coutumes de Beauvaisis, de Philippe de Beaumanoir, mais vous avez le Conseil à un ami qui date du milieu du XIIIe siècle, vous avez les établissements de Saint-Louis. Alors ce n'est pas très facile à lire, c'est plus du latin, mais c'est de l'ancien français, c'est pas très facile à lire, mais je vous en recommande tout de même la lecture. Alors on a dans ces styles coutumiers des développements sur la pratique judiciaire. Alors, c'est là qu'on s'éloigne un peu de la spécificité de la défense pénale ou de la pratique pénale, parce que ça vaut pour tous les avocats, pas seulement les avocats pénalistes. Voilà. Et donc, ces juges disent, enfin, ils écrivent des chapitres ou des titres sur les avocats, comment doit parler un avocat, comment doit plaider un avocat. Les avocats doivent être brefs et clairs. Hein. Ils ne doivent pas entretenir de mauvaises querelles. Il n'est pas possible d'être avocat et juge dans la même cause. Enfin bon, on a tout un tas de développements sur le pacte de quota litis déjà, et ainsi de suite. Alors on a énormément de sources en fait là-dessus qui viennent réglementer la profession, la tenue l'exercice de cette profession. Ces textes, ces développements qui émanent de magistrats, sont repris et amplifiés dans le même temps, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, par le pouvoir royal. Et c'est pas très étonnant, puisque ces magistrats sont des baillis, généralement, c'est-à-dire des juges royaux, qui font un travail pour le roi. Donc ils valorisent justement la fonction royale
Et ce n'est pas très étonnant de voir en 1274, 1277, 1291, 1318, les lois royales se multiplier sur la réglementation de la profession d'avocat, avec l'apparition du serment, notamment en 1274, puisque les avocats doivent donc prêter serment annuellement, de ne défendre diligemment que des justes causes et d'abandonner la défense dès qu'ils se rendent compte que la cause est injuste, comme par exemple défendre un excommunié. Bon, il y a aussi une limitation des honoraires à 30 livres. Alors c'est très intéressant cette ordonnance de Philippe III d'octobre 1274 parce qu'en fait c'est la transposition et l'adaptation de ce que le droit canonique disait sur les avocats ecclésiastiques. Il y a un concile de Lyon qui est très proche de cette date, le deuxième concile de Lyon, qui justement reprend le droit romain lui aussi et impose le serment, impose la limitation des honoraires et voilà tout ce genre de choses. Alors le secret professionnel est une autre question, on l'abordera peut-être. Bref, voilà, ce Moyen Âge est un temps où la défense pénale est reconnue, et cette défense pénale a fait donc émerger un certain nombre de grands principes qui sont contenus dans le droit romain. Donc les grands principes, je vous les ai donnés, hein, de la défense pénale, sont proposés par les avocats du Moyen Âge. C'est quand même très intéressant. Voilà que l'étatisation du royaume est en marche. La guerre de Cent Ans vient de se terminer. Et les ordonnances, alors la guerre de Cent Ans, c'est déjà terminé depuis un bon moment, lorsque les fameuses ordonnances de 1498 et 1539 apparaissent, sont promulguées. Alors, il y a un phénomène très intéressant, là aussi je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y aurait 1000 choses à dire. Il y a un phénomène très intéressant qui est un phénomène paradoxal. Je vous ai dit tout à l'heure que ces ordonnances, en particulier celle de 1539, écartent la présence de l'avocat lors des interrogatoires, puisque c'est une procédure dite extraordinaire qui implique la mise en œuvre, enfin qui ouvre la possibilité de passer l'accusé à la question. Vous savez, la fameuse quaestio per tormenta, la fameuse torture. Tout est secret, la procédure est secrète. Alors on dit que c'est pour éviter de divulguer justement le contenu des méfaits, pour éviter que tout ça se répande. Bon. Au fond, cette procédure a été globalement, je dirais globalement, acceptée par les avocats. Et du reste, c'est un avocat qui en est à l'origine. Alors, il est devenu chancelier, c'est Poyet, c'est le fameux chancelier Poyet, qui d'ailleurs est connu pour avoir subi la procédure extraordinaire lui-même, ayant été un peu plus tard accusé. Mais les avocats, en règle générale, sont assez peu critiques. Il y a quelques critiques. Il y a même des juges qui sont critiques. Il y a des magistrats de l'époque qui sont critiques sur cette procédure en disant tout de même, ça va un peu loin, on aurait pu limiter cette procédure, comme cela du reste était le cas un petit peu plus tôt, aux crimes atroces, à des crimes d'une particulière gravité, mais l'ordonnance de 1539 élargit tout de même le domaine de cette procédure pénale extraordinaire. Alors, je vous lis l'article qui écarte la présence de l'avocat, c'est l'article 162. En matière criminelle, ne seront les parties aucunement oui, par conseil, ni ministère d'aucune personne, mais répondront par leur bouche des cas dont ils sont accusés. Voilà, il faut répondre par sa bouche. Alors, le paradoxe que je voulais souligner est le suivant. C'est cette absence de l'avocat en telle matière qui va précisément donner l'occasion aux avocats de nous transmettre leur défense. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible de deux manières. D'abord par la publication des plaidoiries,
et ensuite par la publication d'autres ouvrages qu'on appelle les recueils d'arrêts, qui ont des auteurs, sont des savants généralement, mais qui se répartissent entre magistrats et avocats. Il n'y a pas que des magistrats qui rédigent des recueils d'arrêts. Et il y a des avocats, je vais vous en donner quelques exemples. Alors, s'agissant d'abord de la publication des plaidoiries, euh, bon, il faut tout de même un petit peu atténuer la règle de l'ordonnance de 1539. On trouve des cas où, dans certains ressorts de Parlement, vous savez qu'il y a à la fin de l'Ancien Régime 13 parlements, hein, qui, par le Parlement de Paris, à partir de la fin de la guerre de Cent Ans, à partir de 1443, il y a un certain nombre de parlements, Toulouse, Grenoble, bon, il y en a jusqu'à 13, plus des deux cours souveraines. Dans certains de ces ressorts, on est un peu souple, manifestement, d'après les sources, on est un peu souple avec cette règle. Et on peut admettre qu'il y ait un conseil, un représentant. Et bon, donc il faut atténuer. Il faut atténuer aussi la rigueur de cette règle dans un certain nombre de cas. Le petit criminel, en effet, généralement, la procédure extraordinaire pénale n'est pas suivie, donc on suit la voie ordinaire, donc il y a un contradictoire possible. Donc voilà, il y a tout un tas de matières. Il y a aussi un certain nombre de causes, alors j'allais dire principalement civiles, dont le pénal est accessoire. C'est assez curieux, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le pénal emporte tout, mais il y a des causes, notamment fiscales, qui sont traitées selon la voie ordinaire, ou qui sont traitées, oui, selon la voie ordinaire, c'est-à-dire elle est la même pour le civil et pour la voie ordinaire pénale, alors même qu'il y a des questions pénales lourdes qui se posent. Voyez. Et puis, dernier petit tempérament, c'est le traitement de décisions interlocutoires. Voilà. Quand on veut faire valoir un incident, on le fait valoir à l'audience, y compris dans la procédure extraordinaire. Bon. Donc, il y a quand même un certain nombre de tempéraments apportés à la rigueur de la règle d'exclusion de l'avocat. Il n'en demeure pas moins que, en matière de procédure pénale extraordinaire, eh bien, les avocats sont exclus, mais ils publient leur plaidoirie. Certains publient leur plaidoirie. Alors, il y a 1000 exemples, mais je n'en donnerai pas. Euh, euh, voilà, par exemple, il y a une citation ici de notre maître et collègue Jacques Poumarède sur le cas vous savez, de cet arrêt mémorable révélé par le magistrat toulousain Jean de Coras. Vous savez, c'est l'affaire Martinguer. C'est une affaire d'usurpation d'identité, mais qui est allée très très loin et qui était un cas pénal très très sérieux. Il dit voilà, la rigueur du secret et l'interdit sur le ministère d'avocat se sont certainement atténués à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, malgré des dispositions réitérées dans l'ordonnance criminelle de 1670. C'est vrai que cette ordonnance criminelle revient sur l'interdiction de la présence de l'avocat. Et il ajoute en effet la fameuse pratique des factums empruntée à la procédure civile a commencé à se répandre. Voilà, et des avocats se sont mis à exposer publiquement dans des mémoires imprimées les moyens de défense de leurs clients. Alors on a évidemment plusieurs cas, et on peut lire aujourd'hui encore ces factums ou ces libelles qui proposent la défense. On en a par exemple au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, dans la fameuse affaire Calas. J'ai terminé. Dans la fameuse affaire Calas, on en a un exemple fameux puisque les avocats écrivent et publient ces libelles. Et ils proposent leur plaidoirie, leur défense au tribunal, disent-ils, de la nation. Ah, c'est ça qui est très intéressant. Enfin, les recueils d'arrêts sont ces publications savantes qui sont aussi rédigées par des avocats, pas seulement par des juges. Alors, vous avez Guy Pape, par exemple, qui a été avocat au Parlement de Dauphiné. Alors, parfois, ces avocats deviennent magistrats. Il y a une perméabilité
entre les deux professions. Et voilà, vous avez donc Guy Pape, Nicolas Boyer, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, Jean Chenu, Jacques Corbin, vous en avez un certain nombre qui sont très, très connus. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter. Cette défense pénale, euh, elle est dans cette deuxième partie, hein, sous l'Ancien Régime, elle est tout à fait particulière parce qu'elle se fait, comme disent les avocats eux-mêmes, devant le tribunal de la nation. On publie et on voit ce qui se passe. Alors, l'actualité est assez particulière parce que même s'il a pu s'exprimer devant les juges, vous avez aujourd'hui, ou il y a quelques jours, un de nos confrères qui a publié sa plaidoirie, justement. Alors, il a pu la faire valoir devant les juges, mais il l'a publiée aussi pour la présenter au tribunal de la nation. Voilà, je vous remercie. Bravo, très intéressant. Merci beaucoup, Boris Bernabé, pour cette allocation passionnante sur ce début de la défense pénale dans notre profession à partir du Moyen Âge, et à partir du XIIe siècle. Vous avez évoqué effectivement cette chose qui peut marquer les esprits, c'est l'exclusion de l'avocat au grand criminel dans cette procédure extraordinaire. Exclusion donc qui a été adoptée par les ordonnances, vous l'avez dit, de 1498 et de 1539, reconfirmée par l'ordonnance criminelle de 1670. Et à ce sujet, il y a un document très intéressant à lire, c'est le procès-verbal de la conférence Henri Pussort, Henri Pussort était le magistrat à qui Louis XIV avait confié le soin de condamner Fouquet. Et comme la condamnation de Fouquet n'était pas celle qu'en attendait le roi, eh bien, il avait été décidé de réformer la procédure pénale, et c'est Henri Pussort qui avait été en charge de la rédiger avec d'autres magistrats. Et donc, dans cette ordonnance, il est reconfirmé l'exclusion de l'avocat, au grand criminel. Et entendons-nous bien, c'est pas simplement la procédure d'enquête. Lors de l'enquête où il Ah oui. est exclu, c'est aussi à la phase de Oui, jugement. oui. Hein. Et ça, c'est quand même très, très, très marquant. Et donc, dans ces commentaires, on explique pourquoi on ne veut pas l'avocat. Et permettez-moi de lire un petit peu l'extrait de ça, ce procès-verbal, parce que vous vous rendez compte que les raisons qui sont invoquées à l'époque, je parlais tout à l'heure de la permanence des mentalités judiciaires, elles sont encore invoquées aujourd'hui par certains magistrats ou certains politiques. L'on sait combien ces sortes de conseils sont féconds en ouverture pour former des conflits de juridiction, combien ils inventent de subtilités pour faire trouver des nullités dans les procédures et pour faire naître une infinité d'incidents. Oui. Et donc, effectivement, voilà les avocats qui soulèvent des exceptions de compétences, des exceptions de nullité, qui demandent des renvois. Tout ça est insupportable. Mais alors, il y en a un qui s'élève et qui se dit non, pas possible, il faut l'avocat quand même, c'est un droit naturel, c'est le président Lamoignon. Le président Lamoignon dit non, mais attendez, la défense, c'est un droit naturel, il faut l'avocat, même dans la procédure extraordinaire. Eh bien, il est le seul à parler pour la défense et les autres l'emportent et on maintient cette règle. Alors, cette, cette règle, elle va changer. Vous avez évoqué la révolution qui a supprimé la profession d'avocat, comme nous le savons, mais ce paradoxe, vous l'avez également évoqué, elle établit à ce moment-là, en octobre 1789, par un décret, les droits de la défense, la possibilité pour des défenseurs officieux, comme on les appelle à l'époque, de défendre dans tous les cas criminels, y compris donc dans les affaires punissables de la peine corporelle, les, les accusés, mais pendant la phase de jugement. À l'enquête, ce sera, comme vous le savez, encore une exclusion jusqu'à la loi Constant de 1897. Alors, pour nous parler de cette évolution là du 19e siècle, nous avons avec nous
un grand auteur, un grand penseur sur l'histoire de la justice, c'est Monsieur le Président Denis Salas. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être présent. Vous êtes magistrat enseignant associé à l'ENM, président de l'Association française pour l'histoire de la justice, directeur scientifique des Cahiers de la justice, très 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 belle revue, et auteur d'un grand nombre d'articles et de livres, dont La volonté de punir aux éditions Fayard, du procès pénal, un grand classique également publié au PUF, et les derniers en date, Le déni du viol et cette justice narrative, publié aux éditions Michalon, et je le montre ici parce qu'il est remarquable, c'est toujours dans cette collection à la documentation française de l'Association française pour l'histoire de la justice, L'infamie, histoire et métamorphose, qu'un ouvrage dirigé avec notre bâtonnier Basile Adair. Alors, vous allez nous parler, cher Denis, de l'évolution de la défense pénale du 19e au 21e siècle. Merci à vous. Bien, bien, merci. Merci beaucoup de cette présentation, cher Mathieu. Je vais effectivement évoquer cette question de la défense pénale. Alors, j'ai évidemment un prisme cognitif, puisque je suis de formation magistrat, que j'ai exercé pendant pas mal de temps. J'ai participé aussi pendant de longues années et encore toujours aujourd'hui, à des briefings, à des formations avec des présidents de cour d'assises, après des audiences, et on apprend énormément de choses dans ce contexte-là. Et puis, je me suis aussi décentré comme chercheur, comme observateur, pour les procès du terrorisme qu'on a connus récemment. J'ai fait un certain nombre de rapports pour le ministère de la Justice ces temps-ci, et puis aussi les questions de viol qui m'intéressent beaucoup par ailleurs. Donc voilà, à la fois praticien, observateur, chercheur et en même temps historien, puisque, comme vous l'avez dit, nous avons publié un certain nombre d'ouvrages sur la question récemment. Alors, le titre de mon intervention, je vais un peu le reformuler de manière un peu plus modeste. Je vais évoquer quelques traits de la défense pénale dans sa perspective plutôt de longue durée, un peu comme vient de le faire Boris, pour en donner une première idée. Alors, il y aura 3 temps dans mon analyse, dans mon propos. Moi, je pars toujours de la violence pour évoquer cette question. La violence au sens large, la violence morale, la violence physique, la violence aussi de l'intimidation, la violence aussi qui reste de la colère d'une société qui est frappée par le crime. Et je verrai comment l'avocat est un peu en première ligne à ce niveau-là. Ce sera mon premier point. Ensuite, je verrai comment l'appareil d'État, Boris vient de le dire, accapare la réaction collective et va se charger de déléguer des acteurs, le procureur, le juge, pour défendre la société. Et puis je verrai ensuite, dans le système inquisitoire que vous avez évoqué, comment la défense, l'avocat de la défense va s'inscrire dans cette réaction étatique pour jouer un rôle. Alors, tout d'abord, premier point, l'archéologie de la défense pénale. Et quand vous regardez cette question-là, vous tombez sur ce que disait Jean Carbonnier. Le droit pénal est un droit réactionnel, réactif. C'est un droit de la réaction sociale. Ça, il faut toujours l'avoir en tête, parce qu'effectivement, la société qui est confrontée au crime, elle est immédiate, elle dégage immédiatement des émotions punitives qui va effectivement faire état d'une réaction immunitaire de la société. Alors, faute d'annuler le crime, on va effectivement s'attaquer à l'auteur du crime et décharger une réaction violente à son égard. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure notre ouvrage sur l'infamie qui m'a beaucoup aidé parce que, comme on l'a évoqué avec Basile Adair, on s'est aperçu qu'il y avait dans l'histoire des sociétés toujours des figures d'infâmes, ce que Agamben appelle les homo sacer aussi à sa manière, qui ont été ostracisés. Les lépreux, les sarrasins à l'époque médiévale, et puis évidemment les groupes ethniques, les juifs, les bohémiens, et puis tous les itinérants, les professions discréditées, les chiffonniers, les prostituées, les éboueurs, les serfs, les esclaves. Toutes ces marges inquiétantes d'une société vont être celles contre lesquelles la société va décharger sa violence en les désignant
dans un schéma de culpabilité qui n'est pas forcément lié à la faute qu'ils ont commise. Ils vont être désignés indépendamment de toute responsabilité individuelle pour assouvir la passion punitive des sociétés. Donc il y a toujours cette question-là qui est centrale. Ces individus sont marqués d'un signe irrécusable qui les désigne comme nuisibles, comme étant en permanence marqués au sceau de la dangerosité et de la marginalité. Alors, la figure anthropologique majeure qui explique, qui analyse cette figure, c'est la lapidation. C'est-à-dire, et il faut bien voir que dans la lapidation, la société tout entière, et je dirais bien unanime, va frapper un individu comme étant celui par qui le mal est arrivé. Et je dis bien, c'est le tous contre un, hein. Il faut une unanimité qui se manifeste et qui va effectivement décharger toute responsabilité de ceux qui lancent la pierre en l'occurrence. Alors dans l'ouvrage, on a beaucoup étudié les métamorphoses de l'infamie et notamment de la lapidation. Il y a un texte du fils de Dominique Baudis qui évoque le lynchage médiatique dont son père a été victime. Il y a l'étude des cyberjusticiers en Chine contemporaine. Il y a toutes les campagnes de bashing dans les réseaux sociaux. Ce sont des formes de réapparition, si vous voulez, d'une lapidation qui est une figure anthropologique qui réémerge périodiquement dans nos sociétés d'une manière récurrente. Alors l'avocat là-dedans, alors j'ai choisi de raconter une histoire liée à une figure biblique pour expliquer son rôle. Dans la Bible, il y a un épisode très connu qui est l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Dans cette histoire, Dieu, Yahvé, entend le cri d'une femme suppliciée dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et il découvre que cette ville est une ville de dépravation, de corruption, de violence pure et de crimes commis en permanence. Et Yahvé a une réaction immédiate. Il veut détruire la ville, ces villes, et jeter effectivement sur elles le feu et le soufre. Et c'est là qu'intervient Abraham, qui est un avocat, si on peut le traduire, en tout cas un intercesseur. Il va dire non, attends, ne te jette pas immédiatement avec ta violence réactive donc sur ces pécheurs. Tu dois aussi entendre ce qu'ils ont à te dire sur les crimes qui ont été commis. Et alors c'est très intéressant parce que à partir d'un moment où le juge, Yahvé, le Dieu vengeur, est animé par une fureur punitive, Abraham, l'intercesseur, le défenseur, va déplacer le curseur et va en faire non plus un homme animé par la fureur, mais précisément un juge. C'est l'avocat qui fait le juge, en l'occurrence. C'est très intéressant d'étudier ce mythe, enfin, cette idée. Il va le déplacer et il va introduire dans sa réflexion une capacité de réfléchir au point de savoir si dans ces villes-là, il n'y a pas des justes. Combien de justes, combien d'innocents je vais effectivement frapper. Et le calcul de proportionnalité de la peine infligée s'introduit dans le raisonnement du juge suprême par l'intervention de l'avocat qui va lui permettre effectivement de renoncer à sa fureur et au lieu de l'impulsion punitive, il y a la patience de juger que effectivement l'intercesseur introduit. Donc il lui dit tu ne peux pas faire mourir indistinctement une cité où peuvent vivre des justes, il n'y a pas que des pécheurs, donc tu dois effectivement suspendre ta violence, ton geste violent, et introduire un débat judiciaire sur la question de la peine utile pour frapper ces villes. Alors,
c'est vraiment l'intervention du tiers de justice. Et j'avais noté en marge une phrase de Jean-Denis Bredin: être avocat, c'est amener le juge à rester juste. Je trouve cette phrase rejoint mon analyse du mythe d'Abraham que je viens d'évoquer rapidement. Donc voilà, c'est comment on peut suspendre la violence par le jeu, par le rôle de l'avocat, par rapport à une impulsion punitive qui peut surgir en quelque sorte de la réaction que le juge peut avoir spontanément. Alors, ça, c'est un point important. Maintenant, mon deuxième point, c'est, enfin, il faut vraiment là évoquer une répartition, bipartition entre le common law et l'Europe continentale. En Europe continentale, vous l'avez dit tous les deux, il y a la procédure extraordinaire, il y a le juge qui est ministre de vérité, c'est le juge qui est chargé de la vérité, de la manifester depuis la fin des Ordalies. Mais la common law, il faut le rappeler, par rapport au schéma de la violence que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout de même un sacré miracle. Parce qu'effectivement, on regarde qu'il n'y a pas d'organe d'accusation dans le schéma pur, pas d'investigateur professionnel, publicité des débats, prééminence du jury populaire, lui chargé de la vérité, des avocats à tous les stades du procès, l'inverse de ce qu'on vient de voir, débat contradictoire, pas de procédure par défaut, une question aujourd'hui qui rebondit au niveau international, et puis le droit au silence de l'accusé. Donc on a là un schéma qui est totalement à l'opposé de notre modèle continental qu'il faut étudier. Alors j'ai choisi deux moments dans l'histoire longue de la défense pénale, la France pré-révolutionnaire et également le barreau, ce qu'on appelle le barreau libéral de la République, de la Troisième République. Alors la France révolutionnaire, et je rejoins ce que vient de dire Boris Bernabé, c'est l'émergence de la défense contre un système inquisitoire qui ne lui fait aucune place. Et effectivement, les factums, la publicité des plaidoiries, l'appel à un juge au-delà des juges, l'opinion publique, va permettre, notamment à Voltaire, à Linguet, à tout un ensemble de défenseurs, de s'adresser, de contourner en quelque sorte l'obstacle que représente un système inquisitoire fermé à leur intervention. Et il y aura dans cette France pré-révolutionnaire, qui va annoncer effectivement l'émergence de la défense par la suite, une rhétorique du porte-parole qui va se faire effectivement le porte-parole d'un public qui va effectivement défendre le droit naturel, les droits fondamentaux, et par rapport à une scène d'explication publique qui est refusée par le système lui-même, et avec les conséquences que vous connaissez, puisque effectivement, là, de ce point de vue-là, la torture sera abolie avant la Révolution française grâce à leur action. Alors, je pense que cette pratique de la défense d'un contournement ou des juges par l'avocat qui va s'adresser à l'opinion, c'est quelque chose qui me fait penser aussi à la défense de rupture, à cette défense politique, telle qu'elle a été réinventée par Marcel Villard contre le nazisme, par Jacques Vergès ensuite contre les juges coloniaux en particulier, mais pas seulement. C'est une défense qui me semble là, sur laquelle je reviendrai, qui me semble là tout à fait récurrente dans la défense pénale, mais en même temps qui n'est pas forcément aujourd'hui dominante. Puis mon deuxième moment, c'est le barreau libéral, qui va, alors, quand la République s'installe, quand les gouvernements républicains vont adopter les grandes lois publiques, les libertés publiques que vous connaissez, à l'époque, un député sur 4 est avocat entre 1875 et 1920, la République se stabilise et ce sont les grandes lois qui installent la défense pénale progressivement dans la procédure pénale, dans le procès pénal, la loi Constant de 1897, puis ensuite, très progressivement, en 93, en 2000, en 2010, dans la garde à vue, très progressivement, comme on peut le voir, l'avocat s'installe et installe aussi son agentivité dans l'audience. Alors, l'ordre, à ce moment-là, se constitue, et c'est extrêmement important, comme une instance indépendante de l'État
dans la République, et il va se proclamer, se faire le garant de l'ordre libéral, de l'ordre légal, qui sera capable de faire vivre les grandes libertés fondamentales que nous avons effectivement adoptées. Alors, la défense dite de rupture, la défense aussi politique, elle est présente, notamment dans les périodes de troubles, avec cet argument que vous connaissez du tout quoque, toi aussi, on avait beaucoup travaillé ça avec Paul Ricoeur à l'époque, c'est-à-dire toi aussi, tu es criminel, tu es colonialiste, tu as attenté au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tu as pratiqué la torture. De quel droit t'autorises-tu à juger, toi qui es effectivement largement auteur des mêmes actes que ceux que tu juges. Alors, par rapport à cela, on étudie en ce moment beaucoup le style de défense de Robert Badinter avec un jeune historien, Paul-Emmanuel Babin, et on a étudié c'est une publication va apparaître, l'action de Badinter dans le comité Odin. Vous savez, Odin était un militant communiste qui avait été torturé à mort par l'armée française. Et à l'époque, un comité s'était réuni avec Pierre Vidal-Naquet et toute une série d'avocats militants de la cause de l'indépendance algérienne s'étaient mobilisés pour défendre Odin. Et on s'est demandé quelle était la position de Badinter qui avait été attrait dans cette défense. Et on a essayé d'analyser son positionnement. Et en fait, on s'est aperçu, et il a répondu à ce jeune chercheur dans des courriers qu'on va publier, il a répondu en disant, et c'est important de le rappeler, je n'étais pas un, je n'épousais pas la cause de mes deux collègues, c'était Pierre Braun et René William Thorpe, de mes deux collègues avocats partisans de l'indépendance algérienne. Je ne militais pas pour cette cause, je militais contre les lois d'exception. C'est tout à fait différent. En disant effectivement que ce n'était pas une défense de politique, une défense de rupture, mais une défense contre une loi inique qu'il voulait combattre. En l'occurrence, c'était évidemment les procédures des tribunaux des forces armées qui s'appliquaient dans ce cas-là, même si c'était un procès un peu différent. Donc, ce n'est pas chercher à être ce délinquant sublimé, hein, en écho à la noble cause de son client, comme pouvait l'être Jacques Vergès à l'époque, c'était combattre des lois d'exception contre une justice dégradée, contre une justice arbitraire qui se manifeste. Voilà la réponse qu'il a donnée à ce chercheur. S'agissant de la guerre d'Algérie, si j'ai toujours combattu la législation d'exception de cette période, je n'ai jamais entretenu des liens avec le collectif d'avocats du FLN, ni participé à des actions avec eux. Donc voilà, je trouve que c'est un point important qui nuance l'essor que l'on pouvait penser de la défense de rupture dans le champ des périodes de troubles de la guerre d'Algérie. Voilà, je termine sur 3 points. Premier point, je reviens sur la violence et la relation avec avec la violence parce que je participe à beaucoup de séminaires à l'école de la magistrature sur les questions d'impartialité, sur la juste distance, que nous travaillons souvent avec la pensée de Paul Ricoeur, sur la proximité contrôlée avec le justiciable, qui est encore un travail que l'on évoque, la question du tiers, etc. On voit apparaître aujourd'hui la question du traumatisme vicariant après les procès du terrorisme et d'autres procès que les magistrats interrogent à leur tour et font des récits sur cette question-là, qui est tout à fait inédit d'ailleurs aujourd'hui. Et je vois, on étudie avec des coachs les questions de burn-out, voire même de suicide. Moi, j'en ai connu dans ma carrière un certain nombre, hélas. Et on se demande aussi le sens de ce récit aujourd'hui qui apparaît et qui est traité par l'institution de très près. Il y a des psychologues dans les cours d'appel aujourd'hui qui sont mobilisés. Pour Le Scornec, on a eu cet exemple-là avec conséquences. Et je me suis demandé, qu'en était-il des avocats? Voilà. Je posais la question, je vous pose un peu la question, je ne connais pas la réponse, mais comme je sais, je viens de le dire tout à l'heure, que vous êtes quand même plutôt en première ligne et que les juges sont plutôt en retrait
par rapport à cette effervescence de la violence, je m'interroge sur la question et le positionnement des barreaux là-dessus. Deuxième remarque conclusive sur la défense politique, parce que il faut l'étudier d'un point de vue historique. Elle réapparaît aujourd'hui avec la mise en cause des élus dans les procédures pénales. On a vu ce que ça peut donner récemment, mais on voit aussi, il faut l'étudier aussi au niveau international. Dans les juridictions pénales internationales, on a maintenant des études ethnographiques très passionnantes qui montrent comment on atteint des sommets de violence verbale et d'attaques sur les témoins et les victimes dans ces juridictions. Je pense au procès Milosevic, mais il y en a d'autres qui me semblent effectivement être là décisives. Donc, comment l'avocat se positionne par rapport à cette défense politique au niveau de nôtre, mais aussi au niveau international? Est-ce qu'il faut coller à la thèse du client? Est-ce qu'il faut tenter de travailler avec je ne sais pas. En tout cas, la question se pose. Et puis, dernière observation tirée des remarques que j'ai pu faire dans le cadre du procès du terrorisme. Vous savez, le procès du terrorisme, c'était dans l'histoire de la défense pénale, c'est des procès vraiment de rupture totale, avec une déclaration de l'accusé de profession de foi à l'audience. La peine de mort a été dans le XIXe siècle légèrement, largement utilisée. Donc une sorte de confrontation violente avec le tribunal, sans aucune espèce d'autre alternative. Or, je me suis aperçu que dans les procès que nous avons connus, pas seulement le Bataclan, mais l'ensemble des procès pour lesquels les avocats sont intervenus, c'était plutôt une volonté de particulariser l'audience, de ne pas se laisser porter par une sorte de généralité historique qui aurait embrassé cette cause, et de redonner vie à l'homme contextuel, pourrait-on dire. Je ne vais pas plaider pour l'histoire, mais pour un homme qui nous a accordé sa confiance. Ça, j'ai entendu ça dans un des procès du terrorisme. Donc cette défense m'a intéressé plus particulièrement, si vous voulez, parce qu'elle veut décrocher par rapport à l'accusation. Elle veut qui fixe l'individu dans son appartenance idéologique. La défense veut décrocher le client de l'image d'un djihadiste qui visionne des images des vidéos de décapitation, et elle va particulariser au sens de décliner des profils, non pas ceux que le parquet va décliner, mais d'autres profils qui vont effectivement nuancer le degré d'adhésion des accusés à l'égard de la cause en question. Donc il y a ceux qui ont suivi, ceux qui ont aidé un copain en détresse, ceux qui ont été plongés dans l'hébétude, dans le silence. Tout ça va être particularisé, va être singularisé. Cette défense-là me semble tout à fait intéressante parce que on n'est pas seulement du côté du client, on est entre le client et le dossier. C'est ça le point intéressant. Et on cherche à construire avec lui, quand c'est possible, évidemment, un récit cohérent qui sera audible par la Cour. Donc c'est une défense qui n'est pas une défense contre l'accusation seulement, mais une défense face au juge avant tout. C'est ça qui m'a semblé intéressant. Et on va témoigner d'un parcours réalisé avec l'accusé pendant les années qui ont précédé l'audience, qui va, et je l'ai vu à plusieurs reprises, convaincre le juge, en l'occurrence. C'est ça qui convainc le juge dans certains procès, parce qu'il va être restitué à l'audience et entendu par le juge, notamment dans la peine qui sera prononcée, et vous savez que les peines sont extrêmement lourdes en l'occurrence. Donc voilà, c'est cette manière de construire un pont entre le monde du client et le monde du dossier, mais face au juge qui va effectivement l'entendre. Ce que dit Henri Leclerc à sa manière, dans un texte que j'ai retrouvé, c'est toujours au juge que l'on parle. Il faut trouver des points de contact entre ceux que l'on défend et ceux que l'on juge. Je cherche un terrain, dit-il, un terrain, ça qui est important, pour permettre à ceux que je défends de subir une peine la moins lourde. Bon, voilà pourquoi, et je conclus tout à fait, voilà pourquoi, me semble-t-il, l'avocat est le premier concerné par le premier tiers aussi, en l'occurrence. C'est celui qui est appelé, comme j'ai évoqué tout à l'heure la figure d'Abraham, celui qui est appelé advocatus, qui est appelé comme un intercesseur quand la violence menace, en quelque sorte, celui qui arrache le conflit à la violence originelle aussi,
celui qui oriente le récit du client dans la perspective du jugement et qui donne à la violence des querelles les plus obscures un langage moral et qui l'aide aussi à rendre au client son acte intelligible et à la société en même temps. Alors, c'est ce que c'est une défense critique, comme dit Jean Dédé, est-ce que c'est une défense active, comme le dit François Saint-Pierre? Le débat reste ouvert. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette remarquable intervention qui fait naître certainement beaucoup de questions, de remarques, et nous laisserons la, la- la parole à la salle tout à l'heure après l'intervention de François. Je note que vous avez rappelé le mot de Jean-Denis Bredin. C'est un article, je crois, dans Le Monde où qu'il avait fait paraître sur le fait que l'avocat avait pour mission d'amener le juge à être juste. C'était Vincent, tu connais très bien cette citation, tu la cites souvent. Et à rester juste, il disait également, je crois, dans ce même article, qu'il avait pour mission d'interdire à la haine d'être présente à l'audience. D'interdire à la haine d'être présente à l'audience. Et ça fait écho avec vos propos sur la violence auquel nous, avocats, bien sûr, faisons face dans les dossiers de violence, auxquels le juge également fait face. Cela fait écho aussi à quelque chose euh, que je sais que Boris Bernabé connaît, parce que c'est aussi dans l'histoire de l'Ancien Régime, c'est la possibilité pour les juges de condamner les clients pour les propos de leur avocat. C'est des choses. Alors, vous savez, dans l'affaire dite de Depardieu, nous avons eu ce jugement qui a condamné effectivement le client pour les propos de son avocat, sur un fondement juridique qui, à mon avis, existe. C'est l'article 41 de la loi de 1881, puisque il est dit que même s'il y a l'immunité dite judiciaire, l'immunité pénale, on ne peut pas poursuivre un avocat pour des propos injurieux, étrangers, injurieux, diffamatoires ou outrageants s'ils sont en lien avec la cause. En revanche, il est dit aussi dans ce même article qu'il appartiendra, la juridiction devant laquelle les propos sont condamnés peut bâtonner, c'est-à-dire supprimer les propos litigieux et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Donc la question se pose de savoir si on peut condamner le client pour ça. La cour d'appel tranchera. Mais sous l'Ancien Régime, je sais, et vous pourrez peut-être en parler tout à l'heure, il y a eu des cas de condamnation. Pourquoi interdire la haine et la violence d'être présente à l'audience? C'est aussi bien sûr le rôle de l'avocat. François Saint-Pierre, alors vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris et de Lyon. Vous défendez des justiciables, particuliers ou entreprises, en France ou dans le monde entier, enfin là où on vous appelle. Votre dernière plaidoirie pour la société Air France dans son procès à la suite de l'accident du vol Rio-Paris a été très remarquée et même louée publiquement par les avocats des parties adverses. Vous êtes l'un des co-directeurs de l'Institut de défense pénale, le fameux IDP de Marseille, avec Marie Burguburu et Philippe Voulant, et vous êtes aussi un auteur prolifique, auteur de nombreux articles et de livres, dont Avocat de la défense, que je montre ici, parce que c'est le sujet du jour, mais vous avez d'autres ouvrages également. Il y a aussi, bien sûr, le Pratique de la défense pénale, l'ouvrage de référence aux éditions L'Extinso. Et puis vous avez été notre préfacier de cet ouvrage Défendre, publié également aux éditions Odile Jacob. Alors, votre dernier ouvrage en date s'appelle Un projet politique pour la justice en France, publié aux éditions Extinso, dans lequel vous faites des propositions de réforme pour la justice. Mais vous vous intéressez également à l'éloquence judiciaire, et à ce titre, vous avez fait une remarquable intervention qu'on peut voir sur YouTube sur Cicéron, lors de votre invitation. Et puis aujourd'hui, vous allez nous parler de la naissance, apogée et déclin du ténor de cour d'assises. Mais oui, merci mon cher Mathieu. C'est un thème que j'ai proposé, naissance, apogée et déclin du ténor de cour d'assises pour les raisons suivantes. C'est un thème qui fait écho à vos deux propos, Monsieur Bernabé
et Denis Salas, et notamment Denis, lorsque tu interrogeais l'identité de l'avocat, sa capacité psychique, dirais-je, à résister, à surmonter les épreuves judiciaires. Et je pense que très longtemps, la figure du ténor de cour d'assises a sublimé l'idée que l'on se faisait, nous tous communément, de ce qu'est un avocat, de ce qu'est la défense pénale. Or, je pense que cette culture-là du ténor de cour d'assises, eh bien, elle est sur le déclin et elle s'est même effondrée. Et je vous le dis bien net, je m'en réjouis. Voilà. C'est une figure qui a été créée, produite par les structures et les procédures de notre système judiciaire. Or, comme vous l'avez parfaitement dit, ces structures, ces procédures, elles sont temporelles. Elles n'ont pas toujours existé. Elles sont le fruit d'une très longue histoire et votre propos était passionnant, cher Boris. Et il se trouve qu'elles ont encore évolué, qu'elles évoluent toujours. Le thème de la fin de la matinée va nous le montrer amplement avec l'essor de la justice négociée. Cette figure du ténor de cour d'assises, c'est donc un moment dans notre histoire judiciaire et il nous faut envisager l'après. Alors, vous avez l'un et l'autre fixé des dates, des repères, je me permets de les rappeler, même si pour certains c'est une évidence, ça me semble très important de situer dans le temps cette évolution-là. Vous évoquiez la grande ordonnance criminelle de 1670 qui a exclu les avocats du procès criminel. Celle-ci va être abrogée, abolie à la Révolution. Nous allons avoir une période extrêmement mouvementée de 1789 à 1794. C'est un bloc de contradictions, comme disait Clémenceau, qu'il nous faut assumer, avec une proclamation des droits fondamentaux en 89 et un mouvement de terreur qui va supprimer non seulement les avocats, mais le procès lui-même. Robespierre et Saint-Just n'auront pas droit à un procès. Bien. Qui va restaurer le système judiciaire? Eh bien, paradoxalement, c'est un dictateur militaire, comme disait Jean Jaurès, c'est Napoléon. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est Jean Jaurès qui, dans son histoire socialiste de la Révolution française, le nomme en permanence le dictateur militaire. Et c'est lui le grand législateur. C'est lui qui va réinstaurer l'état de droit en France. Notre histoire est mue par les contradictions majeures, et celle-ci en est une, bien entendu. Comment les choses se passent? Nous avons un grand légiste qui est Cambacérès, et c'est lui qui va créer, structurer la justice pénale telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Et il va en fait associer des formules d'Ancien Régime avec les acquis de la Révolution en instaurant le juge d'instruction, héritier du lieutenant criminel. Et c'est un juge d'instruction qui va enquêter de façon indépendante, impartiale, seul, sans présence d'avocat, jusqu'à ce qu'il ait pu établir les preuves pour renvoyer l'affaire devant la cour d'assises. Bien. Nous sommes là dans un système très inquisitorial. L'avocat, il est exclu à ce moment-là. Et Cambacérès avait voulu distinguer le juge d'instruction du procureur parce qu'il estimait, il le dit très clairement au Conseil d'État en 1808, que le procureur étant chargé des poursuites et de l'accusation, il ne peut pas instruire de façon impartiale, c'est-à-dire neutre et objective, ce que peut le juge d'instruction, mais sans avocat, parce que la culture du mensonge de l'avocat et de l'entrave à la procédure qu'évoquait Mathieu Boissavy tout à l'heure fait que, eh bien, il fallait que le juge puisse travailler sans être perturbé. Quand est-ce qu'intervient l'avocat? Il intervient exclusivement à la phase ultime de la procédure devant la cour d'assises. Voyons bien que l'inculpé ne peut choisir d'avocat qu'à ce moment-là. Il n'y a pas de contact, mais il n'y a pas d'avocat de désignation du tout pendant toute cette procédure. Voici donc nos avocats qui vont pouvoir intervenir devant la cour d'assises
dans des affaires qui, pour la plupart d'entre elles, exposent l'accusé à la peine de mort par guillotine. Voyons bien cela. Dans l'ancien code pénal de l'époque, il y avait plus d'une trentaine de catégories de crimes passibles de la peine de mort. La procédure, pendant toute une période de temps, excluait toute circonstance atténuante, c'est-à-dire qu'une déclaration de culpabilité impliquait le prononcé par les juges d'une peine de mort, qui sera exécutée dans la quasi-totalité des cas. Et nous sommes donc dans un système judiciaire où nos avocats vont devoir plaider, développer un art oratoire pour exhorter le jury bourgeois à ne pas condamner l'accusé. Voyons bien qu'à l'époque, le jury est composé de propriétaires. Nous sommes dans un système très, oui, bourgeois, et il ne se prononce que sur la culpabilité ou l'innocence. Ce sont les juges professionnels qui vont appliquer ensuite la peine, et ils l'appliquent sans qu'il y ait de débat avec les avocats. Donc tout le débat judiciaire est là. Et nous avons donc l'essor d'un formidable art oratoire, incantatoire, pour arracher, comme disait Cicéron, la cruauté de l'âme des jurés et leur insuffler de la compassion pour qu'ils acquittent l'accusé. Alors nous allons avoir un art oratoire qui va transfigurer le barreau et avec des personnalités tout à fait remarquables qui seront écrivains, qui seront politiques également pendant tout le XIXe siècle. Je vous invite à relire, et je me permets quelques mentions de livres parce que la transmission de la culture vraiment passe par les livres. Un excellent livre de Jean-Louis Debré, qui est mort récemment, une pensée pour lui, président du Conseil constitutionnel, ministre de l'Intérieur antérieurement, mais surtout juge d'instruction à l'époque, et qui, dans les années 1984, avait publié un livre excellent, Les Républiques des avocats, absolument Denis, aux éditions Perrin. Et il nous dresse une galerie de portraits, comme le faisait Cicéron, il y a une vaste culture judiciaire, n'est-ce pas, de ces avocats, Jules Fabre, etc., qui voyageaient en permanence en allant plaider ici et là, partout en France à cette époque. Je voudrais également citer la très grande figure de Fernand Laborie, qui fut l'avocat du capitaine Dreyfus, qui fut l'avocat d'Émile Zola, qui prit tous les risques, qui s'est fait tirer dessus à Rennes et qui aura vraiment représenté cette très grande figure de l'avocat. C'est son épouse qui a publié des notes. Ça s'appelle Fernand Laborie, ses notes manuscrites, sa vie, 1947, aux éditions Attinger. Et c'est tout à fait intéressant de le voir. J'ajoute aussi que Thierry Lévy, avec Jean-Pierre Royer, avait écrit un Laborie, un avocat, en 2006, aux éditions Audibert, tout à fait intéressant, où l'on voit Laborie tiré par la manche Émile Zola pour fuir en Belgique et échapper à la prison. Il était poursuivi dans la cour d'assises de Versailles pour diffamation, injure aux lois, pour avoir défendu Dreyfus et publié son J'accuse. C'est tout un siècle d'histoire politique et judiciaire que l'on voit au travers de ces livres. Alors, cette figure du ténor de cour d'assises, elle va se développer ensuite, notamment au XXe siècle. Il y a une date essentielle que vous avez notée, c'est la loi Constant du 8 décembre 1897. Nous sommes à l'orée de la Troisième République. C'est une période magique pour moi. C'est vraiment la période des lois, des grandes libertés. Il y a la liberté de la presse, la liberté de l'association, la liberté syndicale, on peut les égrener de cette façon-là, sur l'enseignement aussi, obligatoire, c'est-à-dire rendre l'enseignement accessible à toutes les classes de la société. Et nous avons cette loi majeure, la loi Constant du 8 décembre 1897, qui va ouvrir les portes des cabinets des juges d'instruction aux avocats. Et donc, les avocats vont développer une autre fonction que celle de la plaidoirie, celle du conseil apporté à l'inculpé, comme l'on disait,
Et c'est l'époque, c'est très intéressant de l'observer, où la Cour de cassation va énoncer le principe de libre défense qui domine toute la procédure criminelle, je cite de mémoire, et qui commande de respecter, Vincent Nioré, de respecter les communications confidentielles de l'avocat, de l'accusé avec les avocats qu'il a choisis ou qu'il veut choisir. Et c'est une nuance très importante. Et voici nos avocats qui vont donc conseiller leurs clients en amont de l'audience. Ici, je voudrais vous citer un livre que je trouve remarquable de René Floriot, qui s'appelle Deux femmes en cour d'assises, où il explique les procès de Madame Caillot et de Madame Steinel, qui toutes les deux avaient commis un meurtre, ça n'était pas discuté. Madame Caillot avait tué d'un coup de revolver le directeur du Figaro, qui, article après article, harcelait son mari Joseph Caillot, ministre des Finances, n'est-ce pas? Et Madame Steinel, quant à elle, avait été allée exécuter tout aussi froidement son ancien amant. Eh bien, Floriot, dans ce livre remarquablement écrit, à tel point c'est juste une private joke que je me demande si c'est le seul livre qu'il a écrit ou le seul livre qu'il n'a pas écrit. Mais bon, c'est amusant en passant. Et René Floriot nous raconte très exactement comment fonctionne la cour d'assises à l'époque. Ces deux accusés seront accusés alors qu'objectivement coupables de meurtre parce que les jurés ne voulaient pas prendre le risque d'une condamnation à mort ou d'une condamnation excessive s'il les déclarait coupables. Nous sommes là dans un moment où la justice va évoluer, puisque ces acquittements objectivement injustifiés, puisqu'il s'agissait de coupables, va aboutir à la loi entre guillemets de novembre 1941 de Vichy, qui va faire que les jurés ne vont plus délibérer seuls, mais avec trois magistrats professionnels, n'est-ce pas? Et c'est donc une évolution, je ne rentre pas dans ce détail, mais c'est très important de dire que les deux plus grands avocats de l'époque, c'est-à-dire René Floriot et l'illustre Maurice Garçon, chacun dans leur livre, Floriot dans ce livre de femmes en cour d'assises et Maurice Garçon dans une excellente histoire de la justice sous la Troisième République, vont dire la cour d'assises, c'est terminé. C'est terminé. Il ne faut plus parler de jury populaire si les citoyens sont sous la tutelle des magistrats. Je ne sais pas pourquoi je désigne Denis avec mon pouce de cette façon-là, mais tous les deux ont dit cela. Or, ce qui est très important, c'est qu'à l'issue de la guerre, à la libération, cette loi entre guillemets de Vichy sera validée par le gouvernement provisoire par simple ordonnance. Maurice Patin, l'illustre président de la Chambre criminelle, dira au général de Gaulle qu'il faut valider cela, sinon on retombera dans les excès antérieurs. Il faut que les cours d'assises rendent des verdicts rationalisés. Sauf que il n'y aura jamais de discussion au Parlement sur la souveraineté du jury populaire et on va toujours véhiculer cette image d'un jury qui se prononcerait. Alors que moi, je pense que la présence de magistrats professionnels, et je ne suis pas forcément contre, mais change profondément la nature, naturellement, du procès de cour d'assises et par conséquent la fonction de l'avocat. Or, nos beaux orateurs, ils sont restés animés de la même flamme qu'autrefois, avec un style oratoire, un cantatoire. Et il faut dire que jusqu'en 1981, dans les grands procès criminels, et notamment de meurtre d'enfants, la peine de mort était encourue. Et donc ce style oratoire est resté extrêmement vivant. Il faut bien entendu lire et relire parmi tous les livres de Robert Badinter, et nous en parlions au colloque de sa panthéonisation au mois d'octobre, L'exécution de 1973, je le dis pour les plus jeunes de nos confrères et consoeurs, qui est un livre absolument remarquable, écrit extraordinairement et qui nous dit ce qu'était la tension nerveuse, morale, psychique maximale d'un avocat comme lui, défendant un homme passible de la peine de mort et qui va être exécuté, condamné à mort, grâce rejetée.
Et ça a infusé notre culture d'avocat pénaliste jusqu'après l'abolition de la peine de mort, et c'est ce qui m'a vraiment frappé. Nous évoquions l'Institut de défense pénale et j'ai toujours apprécié ces colloques. Je crois même que je préfère venir discuter avec nous tous que d'aller au tribunal. C'est beaucoup plus, je préfère. Eh bien, je me suis rendu compte combien cette culture de matador était ancrée au plus profond des avocats des générations qui viennent de passer. Il y en a un qui était un orateur extraordinaire. En privé, je vous dirai qui, et qui m'avait dit, tu te rends compte, c'est terrible. Mon seul condamné à mort, il a été gracié. Il a été gracié par Mitterrand, et donc je n'ai jamais pu vivre cette initiation extraordinaire d'avoir plaidé pour un accusé, d'avoir perdu mon procès, d'avoir perdu le recours en grâce et d'avoir dû assister à son exécution par guillotine, comme si par le sang du supplicié, l'avocat était transfiguré. C'est dingue, c'est complètement dingue. Eh bien, l'abolition de la peine de mort, parmi toutes les raisons qui la justifient, c'est de nous avoir libérés, nous les avocats, mais également les magistrats et les jurés, de ce poids insupportable qu'était l'exécution du condamné. Sauf que la procédure pénale, elle est restée la même en cour d'assises, avec le même rituel. La récusation des jurés, sans savoir du tout qui c'est juste comme jouer au loto, ça c'est Florio qui disait ça. Les vieux avocats disaient, récusez-en un, le premier, ça posera votre voix. On est juste dans l'irrationnel total, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Et puis des plaidoiries en figurique à n'en plus finir. Je pense que cet exercice de style a vraiment décliné et jusqu'à la dernière grande figure du barreau, et je vais le dire sans aucune hostilité, mais Dupond-Moretti, qui aura animé un esprit d'avocat batailleur à l'audience, entravant le processus de l'audience, pratiquant l'intimidation, une voix extrêmement forte, une intimidation physique. Bon, c'est terminé cette époque-là. Voilà ce que je dis. Et par conséquent, il nous faut penser une nouvelle procédure criminelle. J'avais, parmi mon œuvre abondante, écrit il y a une bonne dizaine d'années un livre sur juge professionnel ou jury populaire. Et je questionnais l'avenir de la cour d'assises. Et nous voyons bien que tout a changé. Nous avons des cours criminelles qui se développent avec des magistrats professionnels. Plaide-t-on de la même façon devant les magistrats professionnels, devant les jurys populaires? Certainement pas. Mais les jurés, quant à eux, n'ont toujours pas l'accès au dossier. J'ai suivi avec grand intérêt le procès de Donald Trump dans la hush money à la cour d'assises de Manhattan, si je peux appeler ça une cour d'assises. Les jurés avaient l'accès au dossier autant qu'ils voulaient. Pourquoi reste-t-on figé sur des pratiques ritualisées qui sont totalement héritées d'autrefois? Alors, moi, je me suis intéressé beaucoup à ce sujet-là à force de perdre des procès de cour d'assises, et notamment après l'ouverture du droit d'appel pour l'accusé condamné, mais pour le procureur contre un verdict d'acquittement, et avoir subi, vécu comme une injustice majeure, une condamnation après un acquittement sans aucune raison, dans la main du président de la cour d'assises, avec l'aléa majeur du jury. J'ai contesté cela, et toute modestie mise à part, mais c'est pas ce qui nous caractérise, nous les avocats, la modestie, j'ai gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme la condamnation de la France, ce qui a instauré la motivation des verdicts criminels qui date de 2011. L'arrêt Agnolet, c'est 2013, mais c'était justement pour anticiper cela. Nous sommes donc rentrés dans une nouvelle ère de rationalisation de la justice criminelle. Et il lui manque un élément quant à la procédure, c'est notre possibilité de pouvoir argumenter par écrit en cour d'assises. C'est un scandale. Pourquoi pouvons-nous conclure par écrit en correctionnel, ce qui impose au juge l'obligation de nous répondre dans la motivation du jugement ou de l'arrêt, mais pas en cour d'assises? L'autre jour, j'étais invité donc à un colloque à la Chambre criminelle à la Cour de cassation sur la motivation. Et nous avions le président de la chambre criminelle devant nous,
que j'ai apostrophé pour lui demander pourquoi maintenir cette jurisprudence. Parce qu'après tout, le dernier arrêt qui a rejeté un moyen qui revendiquait la possibilité d'argumenter par écrit date du 28 mai 2015. Pour les amateurs, je vous donne les références. C'est 14-82-559 et il était publié au bulletin criminel. Et je disais à Nicolas Bonal, il est temps de changer de jurisprudence et d'admettre que l'argumentation par écrit des avocats est un droit fondamental de la défense. Voilà mon point de vue. Mais nous avons vécu une autre évolution majeure ces dernières années, les preuves scientifiques dans les procès de cour d'assises. L'intime conviction autrefois, finalement, c'était une interpellation psychologique pour savoir quel effet avait produit sur la raison, comme dit l'article 353. Comment peut-on garder des textes pareils, quoi? La gueule du juré, hein, et puis les propos des témoins acrimonieux qui avaient bien vu dans la nuit que c'était lui au coin de la rue. Mais bien sûr, aujourd'hui, entre les caméras de surveillance, les scènes de crime filmées par iPhone, le traçage téléphonique, l'ADN, bien entendu, l'analyse vocale, la stylométrie, enfin bref, toute cette explosion extraordinaire de la police scientifique qui nous permet d'avoir une vision extrêmement précise de ce qui a pu se passer. La société de surveillance de masse présente bien entendu des difficultés majeures pour nos psychismes, nos vies privées et nos libertés publiques, mais elle a au moins un avantage, c'est qu'elle sécurise la procédure criminelle et les enquêtes judiciaires de mon point de vue. Nombre de cold cases qui n'ont pas été élucidés il y a quelques années, aujourd'hui feraient l'objet d'une enquête, à mon avis, beaucoup plus rapide et beaucoup plus certaine. Est-ce que tout cela ne change pas notre façon de défendre et par conséquent notre art oratoire, notre identité d'avocat de la défense? Oui, bien sûr, le ténor de cour d'assises est mort, dirait Nietzsche. Bon, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. Nous allons tout à l'heure parler de justice négociée et j'aimerais bien que nous parlions et nous vous écouterons sur la question de savoir si, en matière criminelle, pour la justice des crimes, qui appelle une justice réactive à la colère de la société, est-ce que le plaider coupable est une solution adaptée? Et ce sera un thème tout à fait intéressant. C'était, à l'heure dite, un mot de transition et de conclusion. Bravo, cher François. C'était très très belle intervention. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je voudrais prendre un peu quelques minutes sur le temps de pause pour laisser la parole à la salle s'il y a des questions, des interventions. Je regarde également mon petit chat parce que nous avons des confrères, des consoeurs en distanciel. Là, est-ce que j'ai des questions dans le chat? Je ne vois pas. Je ne vois pas de questions, hein? Non? Oui, oui, oui. Oui, cher consoeur Sophie Obadia. Est-ce que tu peux prendre un micro derrière? Voilà. Merci. Il faut. Voilà. Oui, 2000% d'accord avec toi. Comment plaider devant une cour d'assises l'ADN si ça n'est pas écrit dans des conclusions? Mais évidemment. C'est un exercice totalement délirant que de parler à des jurés ou même à des magistrats professionnels de l'ADN sans prendre des notes, sans montrer par écrit comment ça se passe. Enfin, moi, j'ai vu à chaque fois que les jurés n'y comprennent rien. C'est une manière vraiment de les hypnotiser, de les égarer, qui est complètement contre-productive. Et je pense que nous ne sommes plus dans l'ère de la magie de l'audience où l'on plaide tout avec talent, certainement, mais c'est totalement incertain, totalement aléatoire. Et je partage effectivement l'idée que l'écrit doit rentrer aussi à la cour d'assises. Moi, j'appartiens à une époque où j'ai vu, d'abord, j'ai vu des gens se constituer prisonniers avant l'audience.
Ça, c'était pour moi la première idée que ça n'était pas possible que ces gens soient déjà condamnés avant d'arriver à l'audience, et puis surtout qu'ils n'avaient pas la voie d'appel. Et donc je pense que l'écrit permet effectivement d'aller vers une justice mieux rendue, parce que maintenant que nous avons droit à l'appel devant la cour d'assises, il faut absolument faire entrer la preuve scientifique. Elle est déjà là, mais la commenter par écrit. Donc je suis tout à fait d'accord. Merci, merci Sophie. Euh, Pas de question. Moi, j'en ai une pour Boris Bernabé à propos de la notion de cause injuste. Vous avez rappelé que dans l'ordonnance de 1274, alors on repart un peu plus loin, il a, dans notre déontologie des avocats, nous avions l'obligation de ne plaider que des causes justes. Donc ma question est la suivante, c'est qui était le juge de cette cause juste et qu'est-ce que cette notion recouvrait? Alors, le serment, déjà. Bon, Oui. le serment qui était prêté à l'époque avait introduit cette notion de cause injuste ou juste à plaider ou à préférer. Et le serment de l'avocat était lui-même calqué, de l'avocat médiéval, était lui-même calqué, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le serment de l'avocat canonique médiéval, qui lui-même, ce serment, était calqué sur le droit romain, sur l'avocat, hein, le plaideur, enfin l'avocat qui plaidait pour son client en droit romain. Et il était dit donc la chose suivante, les avocats devront prêter serment en touchant les évangiles. Bon, c'était la façon de prêter serment, d'user de toute leur force et de tous leurs moyens dans toutes les causes et autres relevant du même tribunal dont ils ont accepté et accepteront le patronage pour défendre leurs clients, ce qu'ils estiment être vrai et juste, ce qu'ils estiment être vrai et juste. Ne négligeant aucun effort qui leur soit possible, ils devront aussi jurer que si à quelque étape du procès, ils viennent à reconnaître que la cause dont ils se sont chargés est injuste, ils cesseront aussitôt de la défendre et s'en retireront complètement, se séparant absolument de la communion de la partie qu'ils assistaient. C'est le magistrat de l'audience qui est juge de ce que l'avocat lui-même estime être juste pour sa cause. Donc l'avocat dit, je pense que la cause est injuste, je me retire. Voilà. C'était ça essentiellement. Après, il y a des faits. Je vous ai dit tout à l'heure, l'excommunié, on ne peut pas plaider pour un excommunié à l'époque. Voilà. On ne peut pas. Alors, il y a tout un tas de cas, de causes injustes avec, par exemple, des éléments manifestes qui montreraient que l'avocat va à l'encontre de la vérité. Voilà, tout simplement. Donc ça serait une cause. Ne pas dire la vérité à l'audience, c'est plaider injustement. Voilà. Et alors ça, évidemment, ça touche à des éléments vérifiables, factuels, vérifiables immédiatement. L'excommunication, par exemple, elle est vérifiable, en tout cas à l'époque, et d'autres éléments. Voilà, ça vient du serment, en fait, qui est un serment romain. Merci. Eh bien, il y a oui, une question. S'il vous plaît, levez-vous pour qu'on puisse entendre au micro. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention tous les trois. J'aurais une question croisée pour Monsieur le Président Salas et Maître Saint-Pierre. Monsieur Salas, vous nous avez dit que, en particulier dans le procès terroriste, ce qui importe, c'est que la haine disparaisse du prétoire. C'est que l'humain revienne au centre du débat. Mais Maître Saint-Pierre, vous nous avez dit également que le ténor du barreau, enfin des cours d'assises, est aujourd'hui sur le déclin ou est mort. Or, en tout cas, l'image que je me fais moi, élève avocat, c'est que l'humanité ne peut revenir sur le devant de la scène qu'au travers de l'illumination de l'art oratoire. Donc, est-ce que vous nous dites, par vos interventions croisées, que dans les cours d'assises, la haine est condamnée à persister, car l'art oratoire disparaît? Merci. Très, très belle question. Oh, sûrement pas.
parce que l'oratoire, il existait bien avant l'époque dont je parlais. J'étais à la cour d'appel là pendant 9 semaines. Je lisais un peu de Platon pour m'aérer l'esprit. Et dans l'Apologie, il dit que l'orateur doit dire la vérité. La mission de l'orateur est de dire la vérité. Plus loin dans le Gorgias, il dit, Platon, que l'orateur qui abuse de la rhétorique pour tromper le juge doit être sévèrement puni. C'est tout à fait intéressant. Les Romains, on en avait parlé avec Denis dans ce colloque, ont développé un oratoire beaucoup plus subtil et cynique, dirais-je, en fait, hein, dans un rapport à la vérité totalement distancé, ce qui, de mon point de vue, a jeté l'opprobre sur les avocats pendant des siècles. Et c'est la raison pour laquelle on a été exclu de cette façon-là. Nous sommes dans une république laïque dans laquelle, justement, la question de la morale de l'avocat doit être appréciée différemment. Chacun, pour moi, le barreau est un monde de liberté totale, profond, et par conséquent, chaque avocat définit sa relation à la vérité et sa relation au juge. Et ça me semble absolument essentiel. Quand je parle de Dupont, c'est pas du tout pour dire il a tort ou il a raison. C'est pour dire que c'est passé, c'est fané. Et il nous faut réinventer une manière de s'adresser au juge. Et j'adhère totalement à ce que disait Denis Salas. C'est-à-dire que pour moi, je suis avocat, je ne suis qu'un moment dans la dialectique du procès. Un procès, c'est d'abord une accusation, des victimes qui viennent se plaindre. C'est ensuite une défense, et c'est seulement à ce moment-là que le juge peut se prononcer, parce que le procès sera un procès équitable. Donc, la rhétorique, l'art oratoire est vraiment la sève de la justice. Il faut peut-être distinguer, si vous voulez, tout ce qu'a dit François sur cette prégnance du ténor des assises et l'oralité. Je pense pas que ce sont ces deux choses totalement différentes, si vous voulez. Il faut pas rabattre l'oralité sur la figure emblématique de ce ténor. Effectivement, à l'époque où il était face aux 12 jurés, comme les 12 apôtres, c'était très, très emblématique pour lui de poser sa voix et d'intervenir dans ce registre-là. Bon. L'oralité, c'est autre chose. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la violence, l'oralité, c'est transformer le conflit, la violence, les litiges dans un espace de parole. Et alors, j'entends ce que vous dites, moi, tout à l'heure, avec Sophie Aubiat et vous, et toi, sur la question de l'écrit. J'entends ce que vous dites par rapport à la nécessité d'établir l'ADN, etc. Mais attention de ne pas mordre sur la dimension de l'oralité. On nous annonce quand même le plaidé coupable au criminel, qui est aussi une manière de faire disparaître l'oralité des débats. Vous allez en parler tout à l'heure. Donc voilà, simplement, je dirais ça. Il y a une dimension d'oralité qui est essentielle, qui est en déclin aujourd'hui, il faut bien le dire, parce que vous semblez tous ici apprécier le dialogue avec le magistrat, qui est pour vous plus prévisible que celui que vous avez avec les jurés. Mais je pense qu'il faut quand même le garder en tête que l'oralité est nécessaire pour des raisons surtout de positionner le débat sur des arguments dans un espace de parole qui permet de nous libérer de la conflictualité sociale. Un mot, si vous le permettez, sur ce qu'a dit François tout à l'heure, sur le regret de ce président anonyme qui regrette. C'était un avocat. Un avocat, pardon. Un avocat anonyme sur le regret qu'il a de la disparition de la peine de mort, si j'ai bien compris. En fait, c'est peut-être plus paradoxal que ce que tu dis, parce que en fait, quand on interroge les avocats qui ont vécu la période de la peine de mort, ils parlent d'une initiation par le sang. Oui, C'est-à-dire absolument. qu'ils sont dans un rapport initiatique au spectacle de la peine de mort qui va en quelque sorte les vacciner contre l'abolition, contre la peine de mort elle-même et leur faire prendre une sorte de serment secret devant le spectacle devant lequel ils assistaient. Les magistrats, c'est pareil. Hein. On en a interrogé un certain nombre, qui va effectivement leur faire prêter un serment qui va les engager à défendre absolument l'abolition par la suite. Donc voilà, je verrais comme un paradoxe ce regret de l'avocat. Je suis d'accord. Quand je disais cela, cet avocat-là n'était pas du tout un partisan du maintien de la peine de mort, mais Oui. il regrettait Oui, une j'ai compris. identité disparue. Hein. Et c'est ça qui m'avait intéressé dans son propos. Bien, merci beaucoup, messieurs. Euh, alors, on va
s'arrêter là pour laisser place à la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Juste cet ouvrage, donc Histoire des avocats de Pierre-Louis Boyer, et également un autre ouvrage, Le procès de Caillard de Sévac Torossian, à lire également sur l'histoire de la défense pénale. Merci.